Eh ben, c'était sympa ce petit ciné. Bien sûr. Heureusement que ça existe encore à notre époque. Grâce à Netflix, étonnamment. Oui, c'est vrai. Ils ont changé de CEO, Ouais. et puis il faut continuer à vendre du popcorn. Exactement. Tu manges du popcorn devant les films chez toi? Non. Avec du caramel quand même. Mais moi, je préfère le salé. Bon, non, mais ouais. c'est bon, mais moi, je trouve que tu te tapes pas un méga pot, alors qu'un méga pot de salé, je me le tape. Le pot de salé, le capitaine il se le tape. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis Slexno et aujourd'hui, on va parler d'Avatar 3 avec le capitaine bien sûr. Bah, j'espère bien, oui, on est un peu chez moi, quoi. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, merci d'être là. Review Break. Classique. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il est un peu moins bien qu'Avatar 4, mais C'est bien meilleur. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Et alors le 5, ne me lance pas sur le On est 5. sous contrat. Ouais. L'idée, c'est de faire un peu une review à chaud, un peu dans l'immédiateté. Il y a une partie no spoiler, une partie Ouais. spoiler. On vous préviendra, pas d'inquiétude. Mais c'est un exercice de pas spoiler. On s'en rend pas compte, donc il faut qu'on se dise aussi, attends mais là t'es en train de dire n'importe quoi, et couper au montage. Le terrain n'est pas miné, pas d'inquiétude. Souvent on débat sur ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous plaît, pourquoi ça nous plaît, bon bah c'est l'occasion de le faire. Et on va vous proposer ça, c'est une vidéo plus complète, plus profonde sur le film, une semaine après. Voilà, donc on va essayer de faire ça, on va voir si ça vous plaît. C'est quand la dernière fois qu'on a été au cinéma ensemble? C'était Matrix, hein. Non, moi je me souviens que pour Matrix 2, il y a un gars qui voulait te casser la gueule parce que t'avais spoilé que Trinity mourait. Ah ouais? Alors que tu ne savais pas que Trinity mourait, Ah t'avais oui. juste dit ça comme ça, Ah et le oui. mec devant nous, il fait je vais te casser la gueule. Et je crois qu'on n'est pas allé au cinéma ensemble depuis Star Wars épisode 9. Bah, truc comme 2022, ça, c'était quand on venait d'avoir fini le salon. J'étais là en train de préparer des C'est plats ça. un peu bizarres. Finalement, on va partir sur une poêlée de porte-au-fioul à la sève de Grünemstack. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a plus de berbère, voyons. J'ai toujours du mal avec les réactions à chaud. C'est important quand même d'avoir un peu le temps de digérer une œuvre. Et parce que tu fais comment là quand tu fais les analyses, tu vas le voir plusieurs fois? Ouais, ça m'arrive. Des fois, si j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose à creuser un peu plus loin, je vais le voir deux fois. Ouais. Oui, enfin tu fais partie de ces gens qui arrivent et qui filment l'écran. Ah, alors que exactement, c'est voilà, interdit. je Si m'en seulement veux. on pouvait faire Quoique, ça. attention, par exemple, Furiosa, le dernier Mad Max, j'avais été le voir deux fois, et il y avait une scène en particulier où je m'étais dit, là, il dit des choses qui sont hyper importantes, et j'ai aucun moyen d'être sûr, et là, c'était hyper important. J'avoue que j'ai enregistré le son. J'ai pas filmé, mais j'ai enregistré le son de la scène pour me le repasser pendant l'écriture. Police. Avatar 3. C'est vrai qu'Avatar, c'est une énorme fresque de planète opéra. Vas-y, toi, Ouais, je vais essayer de résume lancer. Avatar 3. C'est l'histoire, la suite en fait d'Avatar 2. No shit. On était resté à la fin de ce film avec une mort tragique du fils de Jake Sully et de Neytiri. Donc on démarre sur cette aventure avec une Neytiri qui est très mal face à toute cette situation. Et donc Jake Sully en proie à toute la problématique qu'ont amené les humains sur cette planète, avec notamment l'antagoniste Quaritch qui va le suivre, le poursuivre et s'allier à une nouvelle catégorie, on va dire, de Na'vi, une nouvelle population. On n'a jamais vraiment mis le doigt sur cette idée qu'il y avait d'autres peuples sur cette planète, et là on va découvrir qu'en fait il y en a, ils sont pas forcément tous sympas et ils se baignent en rouge et en blanc. Voilà. Brûle-les tous. Le grand, celui qui était l'espoir, enfin un peu l'héritier de Jake Sully, est mort dans le premier, un peu par la faute Bon, du c'est pas deuxième. vraiment, C'est pas vraiment, c'est un peu exagéré, mais c'est comme ça. Évidemment, rien n'a été résolu à la fin du 2. Les méchants sont toujours là, comme tu dis. On a souvent reproché à Avatar, effectivement, d'être blanc-noir, Oui. mais je trouve que, comme tu me disais... Oui, ça- ils arrivent à créer une forme de contraste parce qu'ils amènent cette nouvelle dimension avec cette nouvelle héroïne. Vraiment un spoil, on sait qu'il va y avoir un affrontement. Le feu est la chose la plus pure qui existe en ce monde. Parce que dans Avatar, c'est très important ce lien avec Eywa, donc la déesse, on va dire, de la nature, enfin de Eywa. l'exolune qui est Pandora. Bien et eux, sûr. au contraire, ils ont fait un schisme, c'est-à-dire ils se sont séparés d'Eywa. Et voilà. On spoil du coup. Non, pas du tout. Bah non, oui, mais ça c'est dans le trailer. Mais avant d'explorer davantage notre avis sur le film, vous le savez, l'une des news sur le Nexus 6 en ce moment, c'est la création de notre jeu vidéo. Get funky, deliver or die. Bienvenue, chers voyageurs. La méga corpo de boissons énergisantes Get Funky a lancé son nouveau programme. Livré ou décapité. Prisonniers d'un collier électronique, l'équipage du Nexus 6 a 2 heures pour livrer la cargaison, sans quoi leur tête explosera en direct sur Kill Vision, la trash TV locale. Le carburant des étoiles, c'est qui? Et voilà, l'idée de cette campagne, c'est évidemment de faire un jeu vidéo pour explorer le lore de Nexus 6 et continuer à le développer, et en même temps de faire en sorte que Felchtos continue à vivre, continue à développer des projets. On vous invite à aller vous renseigner sur la page de la campagne Ulule, on vous met les liens partout, en description, en commentaire épinglé. Quel genre de cadeau on peut s'offrir avec, C'est ça, parce qu'on dit que c'est Noël, évidemment, on sait que ça tire sur les dépenses, mais il y a plein de contreparties dans cette campagne qui va vous permettre de faire des cadeaux. On a des hoodies, on a un artbook, on a une borne d'arcade. une borne d'arcade pour à 5000 €. Oui, voilà. Il y a ce magnifique néon, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, le bouquin créature que vous trouverez aussi en librairie. Voilà. Et puis on a un N'hésitez pack pas. retardataire aussi. Blu-ray. Affiche, pins, t-shirt, voilà.
faites-vous plaisir. N'hésitez pas, au moment où vous regardez cette vidéo, a priori, il restera 100 000 € pour atteindre le premier palier et rendre ce projet possible. Voilà. Il reste un mois. Voilà. Un Oui, mois, voilà. 100 000 €, on peut le faire. Ouais, et on continue d'être présent tous les mercredis. En live sur Twitch tous les mercredis. Notre Twitch, c'est Nexus-VI-officiel. On se voit là-bas. En 2009, je réalisais pas trop ce qui était en train de se passer. C'est vrai que techniquement, je trouvais ça fou. Mais il y a un peu ce côté, tu sais, les jeux qui sont passés en 3D à un moment donné, et où il y a le truc de, bon, c'est pas mal, mais c'est pas forcément abouti. Bon là, faut dire que c'était quand même très abouti. Ouais. Mais il y a un côté synthétique inévitable qui s'impose à moi quand je vais voir des films qui sont pas avec des vraies personnes. Je suis attaché à ça, en fait. Et c'est ma culture. Être à mi-chemin entre le film d'animation et le vrai film, c'était pas forcément quelque chose qui me parlait. Mais je dois dire que dans le 2, quand bien même l'histoire, elle était ce qu'elle était, quand bien même c'était peut-être un peu long, bah, je me suis quand même éclaté. L'image, elle vraiment, elle défonce, elle pète, ça va dans tous les sens. C'est son système, là, Cameron, où il peut se déplacer avec sa cam et choisir par après les cadres et tout machin. Ça prend vraiment son sens parce que il peut faire et refaire jusqu'à avoir le montage huilé à la perfection. Sa vie, t'as des énormes paysages, ça rappelle du western ou des trucs comme ça, enfin, où on avait vraiment l'espace de faire vivre l'histoire. C'est quoi la devise de papa? Sully n'abandonne jamais. Exactement, les Sully n'abandonnent jamais. Enfin, franchement, c'est un roller coaster, le bordel, ça n'arrête pas, il n'y a aucun moment où vraiment on s'ennuie. Et je trouve que ce personnage de Quaritch, depuis le départ, m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment content qu'il soit à ce point présent, je trouve, dans l'histoire, parce qu'en fait, il est charismatique à donf, ce mec, en fait. Le premier, j'avais toujours été très dubitatif, mais pas tellement parce que c'est un mauvais film, mais plus parce qu'il avait promis des choses que j'avais pas retrouvées. Une planète dangereuse, grosso modo, c'était l'Amazonie avec des lumières, quoi. Donc j'étais un peu dur vis-à-vis de ça du film, et puis surtout, aussi bien fait que ça soit, tu sais que c'est faux. Moi, il y avait une distanciation qui se créait. En plus, le scénario est une revisite d'une certaine manière, où vous le savez, on dit Pocahontas chez les Schtroumpfs, enfin voilà, c'est la blague. Et il y a un fond de vérité là-dedans, même si c'est un peu injuste de dire ça, parce que le film est autre chose, et puis c'est quand même très bien réalisé. Il y avait quand même cet aspect qui faisait que l'histoire, du coup, ne me passionnait pas. Moi, le 2, j'avais plus apprécié. Par contre, c'était un peu une redite du 1. Donc on sortait de la forêt, on allait au niveau de la mer. Et il y avait de nouveau un peu les mêmes étapes d'apprentissage, mais avec des nouveaux animaux. Et donc, je trouvais qu'il y avait une redite, même si objectivement, le film était meilleur que le 1. Et j'avoue, bah, il a fallu 3 films. Mais enfin, j'ai vraiment adoré Avatar 3. Toute la force des ancêtres est ici. On est complètement happé par le truc. On s'ennuie pas. On change tout le temps d'environnement, Ouais. beaucoup, plein de personnages, et en même temps, on n'est pas frustré parce que j'ai l'impression que chaque sujet qui doit être traité l'est en fait. Peut-être pas exactement comme il faudrait, mais la plupart du temps, on est quand même rassasié, quoi. On sort du film, on dit ok, les thèmes ont été abordés, j'ai compris ce que je voulais comprendre. La rythmique du film t'empêche de deviner ce qui va se passer en fait. Sur l'Avatar 2, c'est un peu ce que tu disais Oui, aussi. voilà, on sait ce qui va se passer. Voilà. En fait, c'est tout le paradoxe. On a enfin de la nouveauté, notamment sur les thématiques, et notamment un côté plus adulte. Et moi, c'est ce que je reprochais au 1 et au 2. Je trouve que ça manquait d'une forme de dureté. Là, enfin, je trouve qu'il y a vraiment des thématiques très profondes, très adultes, très dures. Et surtout, elles sont mises en scène de cette manière-là. Des dilemmes moraux très compliqués. Par contre, sur tout le reste, il y a beaucoup de recyclage. C'est-à-dire, t'as raison, on change d'environnement, mais c'est quand même des environnements qu'on a vus dans l'un et dans le 2. T'as la forêt et l'eau, en gros. Le seul nouvel environnement qu'on voit, c'est un peu donc ces Na'vi méchants. Eux, ils ont un environnement qui change. Leur forêt a été détruite par un volcan et donc c'est ça qui les a fait qu'ils se sont coupés d'Aiwa, donc la déesse mère de l'Exolune. C'est une lune orbitant autour d'une planète située en dehors du système solaire. Mais c'est le seul truc nouveau et c'est la première fois en fait qu'il n'y a aucune créature nouvelle par rapport aux anciens. Il y a les squids. Il y a les squids. Mais c'est spoiler. Bon, on les voit dans là, encore plus que les autres, puisque moi j'ai toujours critiqué ça. Là, ça ressemble très clairement à des squids qu'on a sur Terre, quoi. Cameron, il a l'air de kiffer prendre des bestioles du fin fond des mers ouais. et les mettre dans l'air. Et là, et ok, c'est cool, mais finalement, on reste dans quelque chose qu'on voit sur la BBC Discovery et compagnie, là, notamment les sèches, la volante, etc. Et surtout, bah, fait des oiseaux, enfin, fait des piafs. Il y a effectivement les dragons, mais qu'on voit déjà avant. Oui, mais c'est ça. C'est vrai que ça ne prolifère pas, mais en même temps, c'est très compliqué. Pour faire un petit parallèle avec le jeu vidéo, la 3D, autant sur les persos, on fait de la mocap, autant si demain tu dois faire un petit truc qui court au sol, c'est pas pareil. bah, y en a qui s'y sont frottés. Tu parlais des véhicules, etc. À part cette nouvelle plateforme maritime, c'est les mêmes objets et les mêmes véhicules que dans le 2. Oui. Cameron, il adore les bidules technologiques. Il y a un vrai sens du détail si tu regardes les cockpits, les machins. Ah ouais, vraiment, grave. ça, il kiffe depuis toujours. Là, il y a cette chose-là, mais sur des choses qu'on avait déjà vues dans Avatar 2. Et du coup, bah, paradoxalement, voilà, j'ai été emballé par toute la nouveauté thématique, mais pas tellement sur la nouveauté univers. Si on est tout à fait honnête, on a un 1 et un 2 qui préparent littéralement le 3. C'est ça. Dans le 3, bah, ça répond
absolument à toutes les questions. Cette tribu Manquan, c'est vraiment la trouvaille évidemment de cet opus-là, mais ça remet tout en perspective évidemment, parce que si on remarque bien, on a les humains qui arrivent avec leur technologie, les armes, machin. Il y a d'un autre côté les autres navis qui sont eux connectés à la Terre avec que des trucs, ils ont des fléchettes à l'ancienne et tout. Et là, tout à coup, il arrive cette tribu Manquan qui est pile entre les deux. Ouais. Et du coup, ça crée un danger imminent parce qu'on se dit, ok, ils ont la force des uns parce qu'ils savent se balader dans tout cet environnement. Et en plus de ça, ils vont se mettre à dézinguer à coups de grosses munitions. C'est l'arme ultime, quoi. Et c'est évidemment ça qu'on attend pendant tout le film. Mais là, il confirme vraiment que toute la saga Avatar, il faudra voir, mais là on peut pas le dire aux gens sur le 4 et le 5, mais en fait, il fait une réécriture complète de l'histoire des États-Unis, ça on le savait déjà, mais là, il acte fondamentalement la chose, puisque il y a eu des alliances aussi entre les colons européens et des tribus indigènes. Je sais que les Français, par exemple, ils étaient plutôt avec les Hurons, les Anglais avec les Iroquois, enfin voilà. Et là, c'est ce qui se passe. Les humains ont trouvé, comme tu dis, des navires dévoyés, et en fait, les Manquan sont en deuil de leur vie d'avant. C'est un cocktail hyper dangereux. En fait, tous les personnages, que ce soit Neytiri, Quaritch ou Varang, donc la chef des Makwang, des Mankwang, En fait, le problème, c'est qu'il y a aussi en VO et tout. Bon, c'est qui cette... c'est Una Chaplin qui jouait dans Game of Thrones, la femme de Robb Stark. Et donc c'est l'arrière-petite-fille de Charlie Chaplin. C'est la petite fille. Ah, la petite fille, ok, très bien. En fait, ces trois personnages sont pas monolithiques et c'est ça que j'aime. Neytiri évolue beaucoup depuis le premier, ça c'est super. Quaritch aussi. Et en fait, dans le 2, justement sur Neytiri et Quaritch, je trouvais qu'ils allaient pas assez loin dans cette recherche de qui ils étaient. Et là, enfin, on y va plus profondément. Et Varang, elle représente ça aussi parce que elle a l'air très sûre d'elle, comme ça, etc. Mais on verra dans le film que la promesse de pouvoir l'a fait s'adoucir. Mais à la fin, on voit des aspects de sa personnalité où elle est pas si sûre d'elle, quoi. Pour en revenir un petit peu aux environnements, ce qui m'a plu justement aussi dans le film, on voit enfin chez les humains. Parce qu'il y avait que dans le 1, dans les scènes coupées, on voyait un petit peu. Sinon, on était extrêmement dans Pandora, etc. Et c'est normal. Dans le 2, d'autant plus. Mais là, non seulement on voyait les humains dans les autres films, les militaires ou les chasseurs de Tulkun, mais là, on est aussi chez les travailleurs, chez les gens qui, dans la ville humaine, évoluent. C'est finalement une extension de ce qui se passe sur Terre. Exactement. Et donc, quand on aimerait, en tant qu'humains qui allons au cinéma et qui voyons tout ça, ça ressemble à quoi la Terre dans ce monde-là, et à quel point c'est détruit, etc. Mais bon, on n'est pas si loin de 2025. Ah bah, non, très clairement. 2124, toi. Je sais plus, mais oui, c'est au 22e siècle. C'est vrai que moi, je regardais plus de films en 3D depuis très longtemps. On l'a vu en réo, quoi, en 3D. Remettre ses lunettes et aller faire l'expérience, c'était tout à fait confortable. Quoi. J'aime pas particulièrement 3D, je trouve ça assez gadget, je m'en fous. Mais là, effectivement, j'avais complètement oublié qu'elle était là. Et pour moi, c'est positif. Et justement, sur les sous-titres, ils jouaient avec l'effet de perspective, avec les personnages. Si un personnage était en second plan, le sous-titre était un peu plus éloigné, c'était assez drôle. Quand les baleines parlent, c'est marqué en papyrus. Quoi. C'est ça. Pourquoi la police d'écriture papyrus? C'est celle d'Avatar, mais pour les moments où ils parlent en avis, quoi. Ou la langue Tulkun. En tout cas, tout ce qui n'est pas anglais, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Mais tu vois, tu me fais penser, je suis persuadé que Avatar 2, quand j'avais été le voir, tous les sous-titres, c'est-à-dire français, étaient en papyrus. Ah, tout était en papyrus. Je crois que tout était en papyrus quand je l'avais. Et j'en ai parlé à plein. En fait, ça vient de me revenir. J'en ai parlé à plein de gens à l'époque. Personne n'avait vu ça. D'accord. Et moi, j'ai été jour 1, première séance, et c'était en papyrus. Et quelqu'un a dû me dire, Cameron, je sais pas comment te dire, mais c'est un peu illisible. C'est un peu illisible. En Avatar 2, toutes les parties où on voyait du coup les personnages évoluer dans l'eau, c'était en 48, donc la vitesse x2 de la vitesse normale. Donc revenir à des choses plus classiques, plus film classique quand on est en train de parler tranquille dans un salon comme là. Et puis si on va à la piscine, on se met en 48 parce que t'as plein d'éléments qui passent et tout. Et là, j'ai été vachement attentif à ça, comment il l'utilisait. Donc on revient évidemment dans les moments de l'eau, mais il en a mis un peu partout. Et en fait, ça crée une dynamique quand même de fou. Combien de fois il y a des scènes d'action qui démarrent et tout à coup, t'as changé de FPS, alors qu'il y a énormément d'éléments à l'image, tu vois parfaitement toute l'action qui se dessine en quelques secondes. Dans le 2, ça m'avait dérangé le HFR. Je trouvais que c'était saccadé. Il y a une forme de saccade qui m'allait pas. Mais en fait, je crois que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il utilisait dans l'eau du 48, donc absence de saccade, et quand ça y revenait... quand ça y revenait, ça me paraissait saccadé. Alors j'avais un vrai problème. Du coup, si ça te dénature une partie du film... En tout cas, ça m'avait dérangé. Dans celui-là, j'ai beaucoup moins été dérangé par ça. Si je devais résumer, je dirais que le 24 ou le 25 FPS, moi, ça me suffit.
C'est-à-dire j'ai le sentiment que c'est ça qui fait le cinéma aussi. Et dès que tu vas au-delà de ça, je me dis oui, tu vois, mais... trop de fluidité pour moi, c'est pas forcément positif. Et ben justement, et c'est ce qu'il essaie de faire, Ouais, de négocier et de dire là ça ne sert à rien et là ça sert. Okay. Et il le met en fonction. Et je te donne un exemple, tu sais, en photographie, quand on est en train de faire des photos d'athlètes, on augmente ce qu'on appelle le shutter, on le fait aussi sur nos images à nous, mais souvent on augmente le shutter pour faire des films d'action. Ouais. Et là c'est pareil, on le fait en prod, là on essaye de le faire un peu aussi en post-prod en augmentant le framerate, tu vois. Mais, et c'est peut-être ça l'histoire, c'est que toi à l'époque tu l'avais pas vu en 3D. Parce que c'est vrai que le 2 je l'avais pas vu en 3D. Et je pense que ça joue beaucoup. D'accord. Pour lui, ça fait partie de l'expérience 3D de pouvoir se taper des moments extrêmement fluidifiés. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'est de moins en moins du cinéma, tu vois, et du coup, ça me dérange. Cette triple dimension là qui s'ajoute ça avec les couches et les machins, une ambition de lisser parfaitement les choses, et c'est lié au montage. Est-ce que tu as ressenti le montage? Non, ça coupe parfaitement, non, toujours au bon endroit. Parce que c'est un super réalisateur. Ce qui est cool, c'est quand même une tentative, tu vois, et ça reste encore un des piliers qui est là à dire aller au ciné, c'est extraordinaire, et je trouve que ça vaut le coup. Après, il y a pas mal de Deus Ex dans le film, de trucs qui permettent de faire avancer les choses. Mais il y en a un qui est super important et qui clairement ouvre la porte à toutes les problématiques qu'on va rencontrer dans la deuxième partie du film et qui est super cool du coup pour les personnages et pour nous en tant que spectateurs autour de Eywa et notamment avec ce personnage là de Kiri. Kiri, ouais. J'ai du mal à te dire. Kiri. Non, mais il y a tellement de noms. Sigourney Weaver en adolescent. Oui, mais alors j'ai pas tout pigé sur ça. Tu peux juste faire un récap. Elle a l'âme de sa grand-mère en fait. Non, mais ça, par contre, c'est un gros spoiler. Ah merde! Non, c'est pas un spoiler vu que c'est pas ça. Dans le 2, on ne sait rien. Comment on fait avec les spoilers alors? Tu pourras mettre spoiler en dessous. Spoiler en dessous. Si vous voulez garder la surprise, il faut partir. Kiri, c'est la fille de l'avatar du personnage de Sigourney Weaver. Et du coup, elle l'a eu avec... En fait, son avatar est tombé enceinte d'elle. Et on ne sait pas qui est le père. Et en fait, c'était... bon, on le dira pas. Méga spoiler. Mais on apprend. En fait, dans le 3, on apprend qui c'est. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas. Bon, là, c'est méga spoiler, mais juste pour aller au bout de l'idée. En gros, on pourrait dire que Eywa a senti que Sigourney Weaver était importante. Et donc, elle a décidé de donner un enfant à cet avatar parce que, finalement, elle va un peu sauver certaines situations, ou en tout cas, elle va pouvoir, en tant qu'être, agir dans l'environnement pour Eywa elle-même. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les motivations d'Eywa, j'en sais rien. Est-ce que c'est Sigourney Weaver? Je pense pas. Je pense qu'il se trouvait que c'était elle à ce moment-là. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Genre, en tout cas, je sais pas si c'est... ça aurait pas été quelqu'un de méchant, peut-être. Non, mais bien sûr. Non, mais tu vois, du coup, il y a une conscience quand même. En tout cas, effectivement, il y a cette question de... C'est une espèce de Jésus Navi, quoi. Tu n'as pas le droit d'y renoncer. Quaritch et cette meuf, ils vont avoir un petit béguin. Non, mais ils s'en rapprochent, quoi. Ça peut rappeler Joker avec Harley Quinn. Non, mais il y a un côté comme ça, fou, dangereux, et on se met ensemble. Et c'est cool, je trouve, de enfin, tu vois, s'approprier des méchants comme ça, et on va pas faire forcément des trucs très, très ancrés. Il y a une scène où, il y a même un kamikaze. En plus, quand ça arrive, il y a limite aucune logique de le faire, si ce n'est leur propre folie, parce qu'il pourrait tout à fait balancer le truc qui s'enflamme sans y aller lui-même, mais il décide de s'enflammer avec et d'y aller. Ça, c'est Pearl Harbor. Ça, c'est Pearl Harbor, mais tu te dis, en fait, à ce moment-là, pourquoi t'as fait ça? Parce que t'étais pas obligé. Il y a une méga aussi influence Apocalypse Now avec les méchants. Ce truc des flammes constantes, la terre, l'eau et le feu, les trois entités, le feu, que ce soit à travers les armes ou à travers la création même de ce volcan, les deux entités, hommes comme Manquan, vont se l'accaparer. Ils se rencontrent en fait sur la destruction, quoi. Il y a tellement de thématiques et d'axes de personnages, et pourtant, je trouve qu'on s'y retrouve vachement, mais parce qu'en fait, elles se repompent toutes. C'est ça, les baleines. Ça fait du bien qu'elle tabasse les chalutiers. On a tous envie de voir une baleine se réveiller en plein milieu de l'océan Atlantique aujourd'hui et arriver sur un énorme porte-conteneur et l'exploser littéralement. Et si en plus elle le fait en groupe, ce serait magnifique. Ça m'a vraiment foutu des frissons, ces moments-là. Enfin, techniquement, c'est super bien fait. Quand je parle d'écologie, on parle des baleines, on parle de tous les animaux qui vont être interconnectés à Eywa, qui vont venir sauver à la fin les navires, etc. Après, c'est plus tellement des animaux, notamment les Tulkun, mais ça on le savait déjà dans le 2, ils ont une vraie culture, ils font de la musique, ils ont de la philosophie. C'est juste qu'il se trouve que ce sont des êtres marins. Mais là, on atteint un autre stade, parce qu'en plus, ils arrivent à parler avec les navires. C'est-à-dire, ils causent. C'est ça. Ils comprennent la langue des uns des autres. Donc, tu vas comme ça en disant, tiens, on va voir Avatar. Tu vois littéralement une baleine exploser des bateaux, et ça fait juste plaisir. Voilà, effectivement, ça fait plaisir. En fait, j'avais une formulation pour ce qui est du système de Nat, là, dans laquelle il y a le fameux Kuru-Kuri, qu'on connaît. On va assumer le fait qu'on ne retient pas les noms, quoi. C'est terrible. Compliqué. On retient pas Pyrrhus, mais pas le reste. Si, en fait, le rapport amoureux, c'est que
sexuelle entre Na'vi était comparable à de la musique, bah, je dirais que cette connexion-là, de cette langue du coup, bah, ce serait un peu le mastering. Mais qu'est-ce que tu C'est comment bien faire sonner les choses. Donc en gros, c'est ça, c'est une synchronisation. C'est d'ailleurs pour ça que c'était un peu une vanne depuis Avatar 1, c'est que, ok, ils s'en servent pour se connecter en fait à toute chose vivante. Tu dis, ah bah c'est le truc qui leur permet de monter les chevaux, de monter les Macto, les tout. Mais en même temps, à la fin, Neytiri et Jake, quand ils font l'amour, ils se connectent, quoi. Donc t'es là, ok. Donc symboliquement, vous êtes un peu l'amour avec les animaux aussi, tu vois. Parce qu'il y a cette connexion. Même dans le design, ils ont choisi quelque chose qu'on est de l'ordre de la fibre. Ça, c'est justement pour signifier, pour moi, symboliquement, une forme de respect et le consentement. Mais là, justement, dans Avatar 3, il y a des vraies agressions qu'on pourrait qualifier presque d'agressions sexuelles. D'agression cérébrale. Mais du coup, par symbolique, on est sur l'agression sexuelle. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Mais surtout, nous, on parlait hier du coup plus du paradis. C'est un peu Star Wars-like en fait. Oui, où les fantômes de la Force arrivent. C'est vrai que par rapport à toutes les idées qu'il a et tout ce qu'on peut voir dans le film, là on arrive à quelque chose d'un peu binaire, simple. Je vais dans la forêt et tous mes amis morts sont là, tout droit, machin. Je comprends pas du tout ce qu'il essaye de faire avec ça, Cameron, parce que dans le 1, cette connexion, les esprits, déjà il la montrait pas. Et encore à la fin du 2, Jake et Neytiri se connectent et ils vont le voir, mais ils le voient enfant. Donc tu te dis c'est une allégorie puisque c'est pas celui qui vient de mourir. Là, le film, il commence sur quoi? Sur une scène où le cadet, il est en train de faire du dragon volant avec son frère et il cause. On s'est fait une petite soirée dragon volant. Et à la fin. Et en plus, il lui dit comment est-ce que je suis mort? Bah merde, tu le sais pas. Mais t'es censé le savoir puisqu'apparemment t'es l'esprit. Donc pourquoi les Na'vi sont tristes? Il est dans l'autre monde et il aura plus jamais faim, plus jamais soif. Enfin, c'est un Erasmus prolongé. Tuez-vous tous en fait et allez dans ce monde-là et les humains ils vous emmerderont plus. Enfin si, parce que il faut quand même une assise physique. Il faut qu'il y ait encore la forêt, il faut qu'il y ait des arbres sacrés pour que ça marche. En fait, il est parti en Erasmus. On peut aller le voir. Ouais, mais puis ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, tu le vois à un certain âge. Puis si tu meurs plus vieux, alors tu pourras plus faire du dragon parce que toi tu seras un pépé. Mais c'est quand même ton frère qui est énorme. Mais du coup, on se posait des questions. Est-ce que ce paradis, on va appeler ça un paradis, est l'expression de ta propre, toi qui te connectes, de ta propre vision de ces gens-là telle que tu aimerais les retrouver. Mais on a eu la réponse à la fin. À la fin, ils sont tous connectés dans le même réseau, dans le même Ils sont allés dans la même matrice. Dans la même matrice. Voilà. C'est ça, exactement. Donc en fait, ça n'est pas l'expression de leur propre vision. Donc en fait, ça n'est pas logique par rapport à ce qu'ils semblaient mettre en place. Et en fait, je trouve ça hyper con parce que Cameron s'enferme dans un truc hyper binaire là pour le coup. En fait, je me l'explique vraiment pas parce que c'est un mec qui réfléchit vachement. Non, je crois pas. Non. Je voulais revenir sur la place de Spider, auquel on s'attache plus. Moi, il m'énervait beaucoup dans le 2. Là, je trouve qu'il est plus intéressant. À un moment, Neytiri menaçait de le tuer dans le 2. Et elle le fait pas. Alors que pour moi, c'était logique qu'elle le fasse à ce moment-là. Et ça m'avait énervé qu'elle le fasse pas. Là, Jake et elle se posent la question de le tuer finalement. Et ça, c'est un grand moment. C'est-à-dire vraiment... et puis c'est très bien filmé, très bien joué. Oui, c'est vrai que c'est très fin sur le jeu. Tu lui dis vas-y, viens et tout. On oublie complètement que c'est des Na'vi. Tout le film t'a amené à être attaché à lui. Et puis surtout, ça c'est très fort, c'est de te rendre compte que des fois, la vie fait que t'es obligé de prendre des décisions qui vont à l'encontre de tes valeurs. Et en plus, Neytiri et Jake n'étaient pas d'accord sur le sujet au départ. Et là, Jake se range du côté de Neytiri parce qu'il se dit je n'ai plus le choix. Ils vont le tuer. Finalement, ils le font pas. Il y a même un mec dans la salle, tu te souviens, qui dit t'es sérieux? T'es sérieux? Mais parce que là, on savait pas. Non, on savait pas encore. Ça prouve à quel point aussi on a une idée de qui est Jake, comment il doit se comporter, et à quel point, putain, c'est pas la faute de Spider d'être dans cette situation, et donc tu peux pas. Dans ce cas, faudrait tuer Kiri aussi, parce qu'elle a des pouvoirs magiques. Mais il se pose un peu la question. Il faut tuer tout le monde en fait. Aller dans le monde. Voilà. On a la solution. Et là où le film est fort, je trouve, c'est que alors qu'il le tue pas, je m'attendais à être déçu. Et en plus, scénaristiquement, ça crée un truc incroyable parce que ils sont que tous les deux, ils auraient porté le secret, ils auraient pu mentir à leurs enfants, ça aurait été un truc hyper lourd qui aurait pu continuer sur le 4, le 5 et à la fin du 5, ça. Enfin, non, mais il y avait. Ça met du temps à sortir. Non, mais tu te rends compte, un jour, les enfants, peut-être 10 ans plus tard, ils apprennent ça. Il y avait un truc de fou à faire, mais je ne suis pas déçu parce que, en fait, c'était logique par rapport à toute la thématique principale aussi du film qui est le pardon. Bah oui, bien sûr. Et peut-être qu'on parlera ça dans la vidéo la semaine prochaine, je vais voir. C'est
que en fait, il fallait pas le tuer, et Neytiri, elle se rend compte de son erreur. En fait, tout le propos du film, c'est de dire, il y a un moment, il faut se pardonner. En fait, il faut être meilleur que ses ennemis, quoi. Et puis, je dirais, dans un monde comme ça, un peu lointain, à qui appartient la galaxie? Parce que le film aborde aussi ce sujet-là, qui est, tu es humain, tu ne peux pas vivre parce que tu as ce masque, finalement, t'en as plus besoin grâce à machin. Et en fait, il y a des signes qui montrent qu'une cohabitation pourrait être possible. Et donc, en fait, là, on a typiquement une vraie Navi et Jake qui n'en est pas un, qui doivent se mettre d'accord. Et c'est vrai que c'est tellement bien emmêlé, tout ça. On est vraiment pris. Mais en fait, à un moment donné, dans le film, c'est dit, les humains n'arrêteront jamais de venir, de vouloir conquérir, de vouloir faire ça. Ça n'arrêtera pas. Et c'est tout le Kun qui disent, ah oui, ok, on va prendre notre décision, et qui finissent par tabasser tout le monde. Mais en vrai, à ce moment-là, ça pose cette vraie question. Il y a la Terre, il y a cette nouvelle planète, nous on doit se barrer, on a fait les cons. Alors, peut-être qu'on devrait être les esclaves des navis, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui veulent survivre, il y a des biens, il y a des méchants. Enfin, tu vois. La saga, elle a évolué là-dessus, parce que dans Avatar 1, c'était juste une question de ressources. Ça reste quand même des gros cons, et je trouve c'est dommage, parce que dans la logique civilisationnelle de la planète, ça serait aussi logique de vouloir dire mais les gars, gardons la forêt. Je veux dire, ça fait du bien. Tellement... c'est pas genre on adore respirer la pollution. On va dire qu'ils n'ont pas envoyé les meilleurs gars. Voilà. Je sais pas, ils ont envoyé des gros cons. Oui, mais à part un qui se réveille en plein milieu. Et puis quand Kiri embrasse Spider, je me suis dit c'est Sigourney Weaver qui est censé la jouer. Alors, je crois que le comédien est adulte, tu vois, mais il est quand même jeune. Ah mais non, mais ils ont peut-être mis juste. Ils se sont pas embrassés, j'espère. Non mais du coup, je me suis posé la question parce que tu vois ça, t'es là. Mais c'est Sigourney Weaver là qui embrasse cet enfant. Mais c'est quand même bizarre cette affaire parce qu'elle bouge vachement vite et tout machin. Pourquoi ils auraient choisi de faire interpréter autant pour la bouche et le regard et tout ça, peut-être qu'ils ont choisi, mais sur le tournage, elle est vraiment là en train d'interpréter cette personne. Non, alors j'ai vu des extraits, oui, dans les phases de dialogue. Je ne sais pas sur le reste, j'avoue que j'ai pas creusé. Donc la fin, on a quand même Quaritch qui se barre. Il se barre ou non, mais il barre dans les flammes. Comment elle s'appelle encore? Vagra. Merde. Vanina. C'est dur. Ils sont compliqués ces noms. Pourquoi vous l'appelez pas Lionel? Lionel. Varang. Qui s'éloigne aussi de Kiri. Cameron a choisi que les deux antagonistes principaux disparaissent dans un coin de porte. Il est pas sûr de faire le 4 et le 5. En tout cas, quand il les avait tournés, il était pas sûr. Ah, ok. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de fin, au cas où il y ait rien après, quoi, tu vois. Ce serait bien de libérer ces acteurs. Non, mais surtout Quaritch, le mec, il est hyper vieux. Aujourd'hui... Oui, je l'ai vu en interview, là, effectivement, ça n'a rien à voir. Parce que dans le 1, il était hyper baraque et tout, là... Papy. Ça commence tout doucement, mais il a une sacrée gueule, quoi. Non, moi, depuis les deux premiers films, j'avais toujours dit que d'une certaine manière, Cameron va mourir avec Avatar. C'est-à-dire, on n'aura jamais de nouveaux films de Cameron dans un autre univers. Et ça m'énerve un peu. J'aimerais bien le voir nous proposer autre chose. Au moins, voilà, je l'ai dit, Avatar 3 m'a réconcilié avec Avatar. Donc oui, allez le voir, citoyen. Ça donne une vraie raison d'aller en salle, tout simplement. Et ça, c'est quand même cool. Il a fallu tout ce temps. Voilà, il a fallu tout ce temps. Mais c'est aussi parce que j'ai accepté des trucs. Merci à toutes. Merci beaucoup pour cette review. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-le en commentaire. Et puis, on verra. Pour réitérer l'opération. Je vais remercier encore Manu qui nous a installé tout ce petit setup et qui est venu bosser avec nous ce matin. N'oubliez pas, le jeu vidéo, Nexus 6. Oui, on peut remettre une couche. Effectivement. Allez sur le lien. N'hésitez pas à aller acheter mon livre, aussi en librairie. Passez un joyeux Noël. Voilà. Profitez bien de la famille, profitez bien des amis et de cette fin d'année. Et puis vive 2026, vive le cinéma. Il y a trop de trucs là. Joyeuse fête du grand Golpachnizvik aussi, c'est important. Soleil sur vous. Est-ce qu'on s'en va par cette porte? Non. C'est trop long. Ciao. Allez, salut.